Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La primature haïtienne annonce que les premiers éléments de l'enquête diligentée par la police nationale sur la tuerie de Delma 32 ont révélé qu'il s'agit d'un attentat terroriste perpétré par l'organisation dénommée Fantôme 509. Plusieurs individus, dont certains armés, ont manifesté ce jeudi à Cité-Soleil et au bas de Delma. Emmenés par le chef de gang Jimmy Cerisier de G9, les manifestants ont lancé des slogans hostiles aux membres du secteur privé des affaires et de l'opposition. La police a brillé par son absence lors de ce mouvement de rue. Présentation cette semaine par le ministère de la Santé publique et de la Population du plan national de vaccination contre le Covid-19. L'objectif de ce programme est de réduire le nombre d'infections et de décès liés au coronavirus. Plusieurs individus lourdement armés qui se réclament de la coalition des gangs dénommés G9 en famille et alliés ont manifesté ce jeudi dans les rues de Cité-Soleil. Emmenés par Jimmy Cerisier, dit Barbecue, les manifestants, qui étaient quelques centaines, ont sillonné plusieurs endroits du plus vaste bidonville de la capitale et du bas de Delma. Ils ont lancé des slogans hostiles aux membres du secteur privé des affaires et de l'opposition. Le pouvoir en place n'a pas été épargné non plus. Il faut souligner que cette manifestation s'est déroulée dans l'ensemble sans incident majeur et en absence de la police. Tout autant, c'est André Michel, c'est Nenel Kassi, c'est Yuri Latortu, c'est Reginald Boulos qui a décidé pour nous fait carrément des choucailles. Le gouvernement qualifie d'attaque terroriste la tuerie survenue à Delma 32 mardi soir et qui a fait au moins une quinzaine de morts, dont le journaliste Diego Charles et la militante politique Antoinette Duclerc. En conférence de presse ce jeudi, le Premier ministre AI, Claude Joseph, accompagné du haut commandement de la police nationale ainsi que de quelques autres ministres, a tenu pour responsable de cette fusillade les membres du groupe de policiers rebelles dénommé Fantôme 509. Le chef du gouvernement a donné la garantie que cet acte ne restera pas impuni. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509, touillé plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et familles victimes. Nous connaissons là-dedans il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Il y a un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles, qui mourit dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Moi, nous garantis crime ça n'a pas été impuni. Depuis le 19e siècle, on a pratiqué une violence politique systémique qui ne va mener nous aucun côté. Nous touiller, nous bouler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait c'est avec violence des cas imposés volontaires. Nous touiller empire, nous sauter parler avec le président, nous touiller docteur, nous touiller paix, nous touiller pasteur, simple citoyen, juste pour agenda
politique dans secteur. Je ne dis pendant un rapport OEA sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous, nous avons un gouvernement qui sorti dans consensus dans tête qui a un premier ministre définitif. Faut faire nous décider de mettre deuil dans la population. Nous condamnons les actes et j'aime ça dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 jours, pas prêter impuni. Apparemment, la saison cyclonique s'apprête à commencer pour nous. Pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous ce soir, par téléphone, notre monsieur météo maison, Rudy Victor. Bon, alors Rudy, ça y est, à partir de samedi, si j'ai bien compris, on a toutes les chances d'être frappé par la première tempête tropicale de la saison. Et effectivement, nous avons une tempête tropicale qui s'est formée ce matin sur l'Atlantique à l'est-sud-est des Petites-Antilles. Elle avance assez rapidement et devrait atteindre leur Antilles demain. Et je pense que c'est à partir de demain qu'on se fera une idée beaucoup plus claire parce qu'il y a encore quelques doutes sur la trajectoire, l'intensité et de cette tempête qui devrait passer près ou sur les côtes sud et ce samedi. Ok, donc la trajectoire actuelle ferait passer cette tempête plutôt au sud qu'au nord. La trajectoire officielle du centre des ouragans de Miami fait passer ce système très près, assez près des côtes méridionales du pays, des côtes sud. Finalement, on parle de la trajectoire officielle. Il y a un cône d'incertitude. Oui. Dans ce cône, le système peut passer sur la République dominicaine comme il peut tout aussi bien passer au sud de la Jamaïque. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait mieux, bien qu'on doit se préparer, parce qu'on a peu de temps, effectivement, pour se préparer. Samedi, c'est pratiquement demain. Mais on aura beaucoup plus de précision lorsque ce système sera sur les petites Antilles demain. Et surtout, lorsque la première mission des chasseurs de cyclones sera sur place, sera sur zone, pour évaluer l'intensité, l'environnement et la position exacte de cette perturbation. Parce que jusqu'à maintenant, on évalue à partir des satellites et ce n'est pas toujours parfait. Il y a des petits problèmes avec les satellites, ce qu'on appelle parallaxe parfois, et la différence peut être d'une dizaine de kilomètres, ce qui à 48 à 72 heures peut être assez important. Bon, Rudy, quel est le degré de méchanceté de cette première tempête? C'est difficile à dire parce que ces prévisions-là sont extrêmement compliquées, tout simplement parce que à cette période de l'année, la Caraïbe est généralement hostile aux perturbations tropicales. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent de forts vents qui sont sur la mer des Antilles, surtout au sud de l'île d'Haïti, et ces vents ne créent pas des conditions pour que ces systèmes puissent se former, s'intensifier ou se maintenir. Donc, c'est un système, lorsqu'il va entrer sur la mer des Caraïbes, dépendant de son intensité, de sa position, c'est extrêmement difficile de dire à quoi on va faire. Un exemple, il y a les deux meilleurs modèles, le GFS et l'Euro, sont à l'opposé. L'Euro détruit ce système sur la mer des Antilles et n'a qu'une onde sur Haïti, alors que le GFS, le modèle américain, lui, il a un cyclone de bonne intensité au sud d'Haïti samedi. Donc, vous voyez les extrêmes. Donc, l'intensité moyenne serait peut-être une forte tempête ou une tempête tropicale près des côtes sud samedi. D'accord. Est-ce que cette tempête, vous m'avez dit qu'elle s'était formée du côté des Petites Antilles? Est-ce qu'elle a fait des dégâts dans les Petites Antilles? Non, elle n'est pas encore arrivée. Elle sera sur les Petites Antilles demain. Elle est à peu près à 900 km des Petites Antilles. Okay. Elle se déplace assez rapidement et demain, elle sera sur leur Antille. Bon. Eh bien, voilà, je me souviens la dernière fois qu'on avait parlé de la saison cyclonique, je me rappelle que vous m'aviez dit en effet que les grosses tempêtes arrivaient plus tôt en septembre. Là, nous sommes début juillet et on est déjà confronté à notre premier cas de tempête. Ça arrive très tôt cette année, hein? Ça arrive parfois. On a déjà eu des perturbations en juillet.
C'est déjà arrivé, c'est plutôt rare, mais ça arrive. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi, personnellement, je m'intéresse surtout au système de lorsqu'ils sont à l'intérieur du bassin des Caraïbes en cette période de l'année. Je dois attendre pour voir ce qui va se passer. Mais il faut traiter sa présence, sa trajectoire, les prévisions, comme si on devait subir une frappe parce qu'on n'a pas assez de temps pour se préparer à un impact, direct ou indirect. D'accord. Bon, ben écoutez, Rudy, merci beaucoup. Merci de ces précisions. Malheureusement, nous sommes à la veille du week-end et pendant le week-end, nous n'avons pas Métro News. Donc, vous ne pourrez pas nous tenir informés directement, mais je suppose que vous pourrez le faire par la Radio Métropole au lieu de Métro News. Merci Rudy et bonne fin de journée. Merci, à vous aussi. Allez, à bientôt. Au revoir. Donc, c'était notre monsieur météo maison, Rudy Victor, qui confirmait en effet qu'une tempête tropicale s'était formée à l'est des Petites Antilles, qu'elle avançait très vite et que probablement elle frapperait le sud d'Haïti aux environs de samedi. Mais encore une fois, rien n'est certain. Rudy Victor préconise qu'on attende que cette tempête pénètre dans la mer des Antilles de façon à pouvoir évaluer quelle trajectoire elle va suivre. Le ministère de l'Éducation nationale a procédé à la relocalisation des centres d'examen qui se trouvaient à Martissan. Cette décision a été prise afin de faciliter le bon déroulement des épreuves et permettre aux candidats d'être dans des espaces relativement sécurisés. Le respect des gestes barrières, le port du masque et la distanciation physique seront d'application stricte dans les centres d'examen. Tenant compte de la détérioration du climat sécuritaire, le ministère fait tout son possible pour garantir l'organisation des épreuves de fin d'année et demande également aux autorités policières d'assumer leurs responsabilités. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Sur fond de crise sanitaire, sociale et économique, le ministère de l'Éducation nationale tente de jouer sa partition. Des rencontres ont eu lieu avec les responsables d'établissements scolaires en vue de préparer des textes d'examen qui puisent leur contenu précisément dans le programme vu par les écoliers. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il faut absolument sauver l'année académique 2020-2021, dirait-on. À moins de 10 jours de la tenue des examens, un accompagnement pédagogique sera fourni aux écoliers. Le directeur de l'enseignement fondamental, Terville Pierrin, explique la portée de cette décision. Le premier avantage que nous sommes capables de dire, c'est une offre pédagogique que le ministère a offert à tout candidat pour être capable de profiter de lui pour préparer l'examen en début. Compte tenu des difficultés que tu as gagnées avec la question pandémie COVID-19. Et deuxième avantage, ça sont facilitation. Yo faciliter candidat d'une part, rester un petit temps toujours pour être capable non seulement ouais toute notion qui a sorti dans l'examen terme et yo capable préparer l'examen tout seul. Et également professeurs, parents, tout capable de possibilité ça yo. Parce que un jour toujours capable de travailler avec Timounio, encourager Timounio et les candidats pour être capables de mieux préparer. Conscient de la situation sociopolitique du pays et notamment du contexte d'insécurité, des dispositions sont adoptées par le MENFP en vue de permettre aux candidats qui habitent à Martissan, à Cité-Soleil entre autres, de prendre part aux examens. Si au cours des années précédentes, il existait des centres destinés à recevoir des candidats dans ces zones, c'est loin d'être le cas cette année. Ce n'est pas en raison de l'absence de volonté du ministère, mais les circonstances obligent, poursuit-il. Nous pour éviter des centres d'examen qui sont dans des zones à risque. Je dis, nous devons protéger au maximum l'intérêt candidat. Et ça fait par exemple, le découpage nous fait dans la zone Martissan, nous n'avons pas de centre du tout.
élèves ça va pour opposer dans zone Carrefour. Aussi vrai Badelma n'a pas essayé mettre d'autres centres qui pour permettre de nous recevoir candidats. Mais par contre, comme nous avons dit tantôt, si il y a une raison quelconque qui fait un candidat qui t'a déplacé dans une zone vers un centre d'examen, il n'est pas arrivé, nous prêts, même après passation épreuve là, pour nous permettre de composer dans de meilleures conditions. Que ce soit, s'il le faut, nous faire au niveau du ministère, ou bien dans des centres sécurisés, mais nous avons gagné pour nous prendre des dispositions comme ça, pour nous permettre, quel que soit le candidat, de participer dans l'examen et dans des conditions idéales pour l'assurer réussite. Mis à part l'insécurité, le coronavirus frappe de plein fouet la population nationale. Les chiffres les plus récents font état de 5 morts supplémentaires et plus d'une centaine de nouveaux cas recensés. Face à ce tableau alarmant, car selon les experts en santé, les enfants sont des porteurs sains, le ministère de l'Éducation nationale appelle à une application stricte des gestes barrières. Tout ça qui est capable de permettre de nous protéger nous contre maladie, le ministère l'a certainement listé et expliqué avec tout acteur comment adopter ou bien comment protéger nous contre maladie. Donc c'est sûr, question ça, je vais répondre nous, en plus le travail fait déjà, nous sûr que dans chaque centre, nous avons rencontré l'ensemble des mesures annoncées par le gouvernement. Une fois de plus, cette année, les examens officiels sont organisés à un moment où la peur est partout présente dans le pays à cause des groupes armés qui imposent leur volonté. L'an passé, se rappelle-t-on, certains parents avaient accompagné leurs enfants pour les protéger au cas où, dans un contexte de menace. À quoi s'attendre cette année, quelques jours après un massacre aveugle dans les routes de la capitale? Une année scolaire, pour un parent, pour un élève, il y a un coût très élevé. Que ce soit en énergie, que ce soit en argent, que ce soit en temps, ben ça n'a pas qu'à mesurer. Et là, nous demandons tout le monde par rapport, quelle que soit tendance, faciliter candidat pour aller dans le siège côté à proposer. Premier bagage n'a demandé pour faire, c'est permettre de déplacer d'une zone à l'autre pour arriver dans le centre et pour participer dans l'examen dans de meilleures conditions. Et participation ça, évaluation ça permet de sortir avec un certificat. Des sanctions sont prévues à l'encontre de tous ceux qui tenteraient de passer outre des instructions formelles du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lors du déroulement des examens d'État qui débuteront à partir du 12 juillet prochain. Des téléphones portables, des armes à feu ou des armes blanches, des ventes de copies des feuilles de texte avant la composition, des cas de tricherie entre autres. Les sanctions ne sont pas publiques, mais elles ne sont pas à négliger, a souligné le directeur. Il rappelle dans l'intervalle que les gestes barrières sont à respecter en vue d'empêcher la propagation du coronavirus dans les centres d'examen. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté ce mercredi le plan national de vaccination contre le Covid-19. L'objectif de ce programme est de réduire le nombre d'infections et de décès liés au coronavirus. Selon la directrice de l'unité de coordination nationale du programme de vaccination au ministère, le docteur Paul-André Louis Byron, cette campagne touchera 62% de la population. La campagne se déroulera en 3 phases. La première phase visera le personnel de santé, la deuxième des personnes âgées de 50 ans et plus ayant des comorbidités et enfin la troisième des personnes âgées de 18 à 49 ans vivant avec des comorbidités. La vaccination ne sera pas obligatoire, toutefois, le ministère prendra toutes les dispositions pour faciliter son accessibilité à toute personne voulant se faire vacciner. Actuellement, des démarches sont en cours au niveau du gouvernement pour faciliter l'entrée dans le pays de 4 types de vaccins avant la fin du mois de juillet. Il s'agit de Moderna, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson et AstraZeneca. Franck Etienne, Grand Prix littéraire de la francophonie 2021, accueille cette distinction avec humilité. À la question « Qu'est-ce que ce prix vous inspire ?» Monsieur Etienne répond « J'ai bénéficié de la grâce de Dieu ».
L'écrivain confesse qu'il a commis bien des bêtises et des péchés, faisant allusion à ses élans de séducteur dans sa jeunesse. Qu'est-ce qui vous a permis d'obtenir ce prix, le grand prix de la francophonie? Bon, c'est Les l'ensemble... tonnes d'ouvrages que vous avez rédigés? Oui, c'est l'ensemble de mon travail global et des affiches, peine en tête. Et bon, ça c'est d'expression créole, mais mieux à crever, ultra vocal, et l'oiseau schizophone, Galaxie Babel, Brèche ardente. Il y a près d'une cinquantaine, peut-être plus d'une cinquantaine d'ouvrages à dimension théâtrale, poétique, et ce que j'appelle la spirale, qui a quelque part interpellé les membres. Ce prix-là me dit tout simplement que je bénéficiais de la grâce de Dieu. Dieu m'aime beaucoup, alors que j'ai commis pas mal de péchés. Tu dirais péché ou bêtise? Non, des bêtises et des péchés. Là, le péché, c'est une erreur. Toute erreur est péché. Mais j'ai péché aussi sur le plan de la morale. J'ai péché aussi sur le plan des rapports humains. Comme tout le monde, Franck. Ah, mais non, c'est-à-dire que, écoutez, j'avais 25 ans, j'avais 30 ans. J'étais jeune comme toi. Alors qu'il y a certaines rencontres féminines qui auraient dû être sous ma protection. J'ai considéré leur admiration et leur séduction. J'ai été un séducteur à cause de mes cours. J'ai été professeur de mathématiques, professeur de physique, professeur de sciences sociales, professeur de littérature. Donc j'ai enseigné des matières qui m'ont permis d'explorer les grands pans des connaissances humaines. Donc j'ai quelque part séduit, fasciné mes élèves. Je ne crois pas avoir été dans la situation de quelqu'un qui a protégé de jeunes enfants que j'aurais dû protéger. Et j'ai toujours demandé pardon à Dieu. Dieu marche. À ce moment-là, Dieu pardonne toujours. Dieu donne et pardonne toujours. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.